Vous fait réagir, c'est le drame de Sivins. Les gendarmes ont su immédiatement que le jeune manifestant était mort alors qu'ils avaient envoyé une grenade dans sa direction. Bernard Cazeneuve l'a-t-il su, lui, dès le départ? Non, dit-il. Même si ses déclarations ont évolué en 3 semaines. Écoutez. Je ferai tout, absolument tout, pour que l'on sache. Il ne s'agit pas d'une bavure, on ne peut pas présenter les choses ainsi. Est-ce qu'il y a eu des consignes données de ma part pour qu'il y ait de la fermeté dans un contexte où il y avait de la tension? J'ai donné des instructions contraires. La grenade offensive qui vous dit qu'elle a été tirée sur un groupe de manifestants, est-ce que vous avez des éléments? J'ai décidé d'interdire l'utilisation de ces grenades dans les opérations de maintien de l'ordre. S'il n'y avait pas eu ces casseurs à Sivins, Rémi Fraisse ne serait pas mort. Jean-Luc Mélenchon, un ministre de l'Intérieur, doit-il démissionner dès lors qu'il y a un mort dans une manifestation? Oui, dans ce cas-là, en tout cas. D'abord, je commence par dire une chose. Je suis persuadé que le gendarme qui a lancé cette grenade n'avait pas l'intention de tuer ce jeune homme. Hein. Et je n'accepte pas que l'on dise qu'il est le seul responsable de cette situation, parce que c'est ce que fait Bernard Cazeneuve. Naturellement, ce gendarme a une responsabilité, celle du matériel qu'on met à sa disposition et qu'il va utiliser sur ordre, car c'est sur ordre qu'il tire cette grenade. Et il est normal que son geste ait des conséquences, comme un médecin, voyez-vous, est responsable des gestes qu'il pose. Mais là, une manifestation, c'est pas une bataille rangée entre forces de l'ordre et manifestants. Mais là, ça l'est devenu. C'est la société. Ah ben peut-être bien, mais chaque fois c'est comme ça. C'est pour ça que ça s'appelle des forces de l'ordre. On leur donne du matériel pour qu'il n'y ait pas de désordre. Donc il ne doit pas y avoir de mort. Mais exiger de la fermeté lorsqu'il y a justement des violences contre les forces de l'ordre, parce que là il y avait des violences contre les forces de l'ordre, pour vous, c'est une faute? Mais non, attendez, c'est pas du tout comme ça que ça se présente, vous arrangez l'histoire. Ce que disent les gendarmes, c'est qu'on leur a dit, si jamais il y a des violences exercées contre vous, vous répliquez avec fermeté. Avec fermeté, ce n'est pas la bonne expression. Vous devez répliquer avec technique et sens des responsabilités. Et la loi ordonne que l'on distingue entre l'action de police et l'action militaire. Dans une action de police, personne ne meurt. C'est pour ça que c'est une technique, la police. Ce n'est pas simplement un supplément d'âme. Je termine en disant que l'ordre et l'autorité de l'État n'est accepté que quand il est consenti. Et on ne peut pas consentir à un ordre irresponsable. Si le Premier ministre ou le ministre de l'Intérieur se fiche de savoir si quelqu'un meurt ou pas dans une manifestation, alors on n'est plus tout à fait en République. Il faut assumer, sous le gouvernement de Jacques Chirac, le ministre qui avait provoqué toute cette histoire, Monsieur Devaquet, avait démissionné après la mort de Malik Oussekine. Pourtant, il n'y a pas homme plus paisible que Monsieur Devaquet, qui ne voulait la mort de personne et qui était un brave homme. Mais il a démissionné. Là, cette bande-là explique qu'elles ne sont responsables de rien, mais qu'il y a un gendarme qui est coupable. Non, ce n'est pas acceptable. Henri Guénaud, vous êtes d'accord? Alors, je suis d'accord pour dire que l'autorité de la République, l'autorité de l'État, ne peut valoir que si elle est acceptée. Mais sur les moyens, sur la fermeté. D'abord, nous avons des forces de police et de gendarmerie qui sont extrêmement professionnelles. Je veux dire, c'est parmi les forces de sécurité, de maintien de l'ordre, les plus professionnelles du monde. Il y a très peu d'accidents. Et c'est un métier extraordinairement difficile. C'est-à-dire quand vous êtes en face de la violence, qui parfois est une violence très très forte. Il y avait des cocktails Molotov. Il faut garder son sang-froid, il faut garder une maîtrise de soi qui est extraordinairement exigeante. Je trouve que les forces de police et de gendarmerie méritent qu'on leur rende un hommage parce qu'elles sont souvent confrontées à des situations de grande violence et que franchement il y a très peu d'accidents. Mais quand on entre les dans le botanistes aussi, attendez, quand on sent mérite un hommage. C'est le botaniste qui est mort. Oui, mais quand on rentre, mais moi je suis terrifié par le fait et extrêmement bouleversé par le fait qu'un jeune homme de 20 ans ou de 21 ans puisse mourir dans ces conditions. C'est terrible. Bon, mais je crois vraiment qu'il faut se dire que à partir du moment où éclate la violence, un accident peut arriver. Il en arrive très peu. Il y a eu un accident. Alors on verra si c'est une faute ou pas. Moi je n'en sais rien. Je n'étais pas sur place. Il y a 700 grenades qui ont été utilisées, 42 grenades d'attaque ce soir. Ce qui me gêne dans les décisions qui ont été prises, mais je suis pas capable encore une fois d'en juger techniquement, c'est que je ne veux pas qu'on mette, parce qu'il y a eu un accident, les forces de l'ordre à l'avenir dans des situations inextricables où elles seront en danger. Voilà. Alors, je sais pas si supprimer les grenades offensives, ça les met en danger ou pas, mais je
voilà, je trouve qu'il faut quand même aussi avoir le souci de préserver nos forces de l'ordre, parce que le jour où il n'y a plus de forces de l'ordre, où elles sont plus capables de faire leur travail, il n'y a plus d'État. S'il n'y a plus d'État, Monsieur Mélenchon, il n'y a plus de République non plus. Non, voilà. Donc, ce point-là n'est pas. En tout cas, moi, je ne le discute pas. Mais Henri Guénaud, sur la suppression des grenades offensives. comme j'étais sur place, figurez-vous au tout début, je vous fais un aveu. J'ai dit, écoutez, il y a de l'abus. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Des types enfermés dans des grillages, aux côtés de véhicules pleins d'essence. S'il y a des choses qui brûlent, on comprend qu'ils perdent leur nerf. Je parlais des forces de l'ordre. Mais après, José Bové me dit, mais pas du tout. Il n'y avait rien du tout. Par conséquent, le préfet, sur ordre du ministre, parce que ce n'est pas le préfet qui prend une décision pareille. La veille des manifestations, il y a un groupe électrogène qui a été enflammé. Envoie des gens dans un endroit où il n'y a rien à défendre, des tas de terre. Par conséquent, on voit bien qu'ils ont en quelque sorte poussé à ce qu'il se passe des choses qui permettent d'avoir des images désastreuses pour les manifestants. Et d'ailleurs, ils ont été servis d'une certaine manière. Car vous savez que sur place, ce n'est pas du goût de tout le monde, ce genre de bataille rangée. Que beaucoup des gens qui luttent contre ce barrage ne sont pas d'accord avec la violence. Moi en tête, mais pas que moi, beaucoup d'autres, et qui n'étaient pas d'accord avec ça. Mais on a dit en quelque sorte, j'estime qu'on a organisé, mis en scène les conditions pour qu'il y ait des affrontements. Et je trouve ça très condamnable parce qu'en effet, il se produit un accident mortel et qu'à la fin, c'est la vie d'un jeune homme qui est finie et peut-être la vie du gendarme qui a balancé cette grenade sans vouloir tuer et qui lui aussi peut-être a des enfants et n'accepterait pas qu'il soit traité de cette manière-là. Donc moi, je dis la responsabilité politique de Bernard Cazeneuve est entière. Et pour que la société aille au calme et à l'apaisement, il faut qu'il démissionne. C'est-à-dire que la société assume sa responsabilité. Et elle dit, dans les manifs, personne ne meurt. Henri Guénaud, oui, mais c'est posé comme axiome qu'il ne peut pas y avoir d'accident. Il peut y avoir un accident. Voilà. Il peut y avoir un accident, et il y avait sans doute des gens très paisibles, mais dans toutes ces manifestations, il y a aussi des gens qui ne sont pas du tout. Des casseurs. Hein, voilà, qui viennent de partout pour casser des forces de l'ordre, pour semer la violence. On l'a vu d'ailleurs dans les manifestations qui ont suivi, soi-disant en hommage au jeune homme qui a été tué. Il y a des gens qui ne viennent que pour casser. Voilà. L'État républicain ne peut pas accepter. Cela, ils rendent un sacré service à ceux qui sont contre nous. Hein. On a entendu Bernard. Accepter, mais je pense que personne, aucun républicain ne peut accepter cette violence, et tout le monde sait que lorsque cette violence se déchaîne, eh bien, encore une fois, il peut y avoir un accident. Moi, je peux pas. Henri Guénaud, ce que vous dites est beaucoup trop général. Oui, permettez-moi de vous le dire. Je suis allé à Nantes à la manifestation Notre-Dame-des-Landes. Toutes les rues étaient bouclées. Quand la tête de cortège est arrivée, il y avait 2-3 personnes sans doute très excitées. Nous avons subi un tir de grenade lacrymogène. Il n'y avait qu'une seule et unique manière de repartir, c'était de courir dans l'autre sens. Des gens ont été gravement blessés ce jour-là. Les forces de l'ordre, c'est un maniement technique particulier. Et celui qui doit en assumer la responsabilité, c'est pas celui qui est devant avec son casque sur la tête et le bouclier, c'est celui qui au-dessus donne des ordres qui conduisent à des affrontements de cette violence. Le ministre de l'Intérieur a pas donné l'ordre de jeter une grenade sur un groupe particulier. Enfin, vous savez très bien, ça ne se passe pas comme ça. Donc mais bien sûr que si. Non. Vous donnez la consigne d'extrême fermeté, vous armez des gars avec des grenades offensives, leur chef les utilise. Lui dit qu'il n'a pas donné cette consigne-là. Alors il y a quelqu'un qui ment, c'est les gendarmes qui mentent, c'est ça que dit le ministre. Il dit qu'il n'a pas donné cette consigne-là. C'est pas une nouveauté, je veux dire, J'entends bien, voilà, mais la décision d'extrême fermeté et donc d'y avoir recours abondamment, après avoir amené de tels effectifs pour garder des modes de terre, c'est bien quelqu'un qui l'a décidé. C'est pas le gendarme, ni le préfet, ni le colonel de gendarmerie. On a entendu Bernard Cazeneuve sur un autre sujet ce matin. Un Français, Maxime Auchard, a été identifié sur la vidéo des bourreaux de l'État islamique. Il est normand, issu d'une famille catholique. Ce n'était pas un délinquant, il ne vivait pas dans un quartier difficile. Qu'est-ce que cela vous inspire? Je crois que c'est un signe de faillite de notre République. Voilà, je pense que alors s'il y a un cas isolé, non, ça pas un cas isolé. Peut arriver, mais ce n'est pas un cas isolé. Voilà. Et donc il y a comment dans le pays des droits de l'homme, dans le pays de la République, comment en sommes-nous arrivés là? Voilà. La République n'a pas tenu ses promesses pour que nous en arrivions là. Et je crois que ça devrait tous nous faire réfléchir, et notamment sur le rapport que la République entretient à travers l'école notamment, avec les religions, avec les croyances des uns et des autres, avec la laïcité. 80% de ces jeunes djihadistes sont de familles laïques. Oui, mais ce qui est étonnant, c'est la fragilité
de cette jeunesse qui semble extrêmement vulnérable à tous les extrémistes et à tous les intégristes. Comment en sommes-nous arrivés là? Comment pouvons-nous, par l'éducation, par la culture, arriver à former une jeunesse qui soit résistante aux assauts, à la propagande de ces gens-là? C'est quand même terrifiant. Je veux dire, moi, ce qui me frappe, c'est cette vulnérabilité et cette fragilité d'une partie de la jeunesse à cette propagande terrible. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre le prosélytisme djihadiste? Attendez, commençons d'abord par le fond, comme on a essayé de faire tout à l'heure, ce qui tient à l'anthropologie davantage qu'à la circonstance du moment. De tout temps, les jeunes gens ont été avides d'idéal, de tout temps. Cette société, qu'est-ce qu'elle propose? Chacun pour soi, le plus fort écrase le plus faible. Eh bien, vous avez des milliers de jeunes qui aspirent à autre chose. Bien. Alors, ils le trouvent dans l'action politique, ils le trouvent des fois dans la religion, d'autres fois dans des pratiques philosophiques les plus diverses, et puis certains sont aspirés par une propagande qui leur montre un monde meilleur et des raisons de se battre. Donc, qu'est-ce que ça montre, ça? Que la politique est centrale, que la lutte idéologique est centrale, que la bataille culturelle est centrale et pas résiduelle dans une société. Deuxièmement, pourquoi est-ce que les choses se passent de cette façon à propos de l'islam? Si les musulmans de France n'étaient pas continuellement montrés du doigt, s'ils n'étaient pas sans cesse dénoncés et mis au pied du mur d'avoir à se désolidariser de n'importe quelle brute comme celle que nous voyons, qui assassine en décapitant, est-ce qu'on a demandé à un seul catholique de se démarquer du tueur qui avait tué en Norvège? Non, mais on l'a fait pour tous les musulmans. Si on ne traitait pas les musulmans comme ça, alors peut-être que beaucoup de musulmans, notamment des jeunes, ne se sentiraient pas, en quelque sorte, poussés à dire « je vais montrer d'une manière absurde, folle et à mon avis contraire à la loi religieuse », de quelle manière ils croient en Dieu. Enfin, ces jeunes-là ne sont pas nés dans des familles musulmanes. Ils sont nés dans des familles athées ou mais catholiques. Ils se sont convertis. Vous parlez, alors, ça dépend des semaines. Il y a des semaines où on nous parle des jeunes des banlieues qui sont tous des djihadistes. Maintenant, nous voici rendus avec des jeunes gens qui n'étaient pas musulmans au départ. J'en conviens. Et je viens de vous donner ma réponse. Elle porte à la nature des êtres humains et aux besoins qu'ils ont d'absolu. Je leur propose l'absolu de la lutte humaniste, de la lutte pour l'écosocialisme, d'une humanité, une république universelle. Un autre vient et lui propose la lutte pour une folie qui s'appelle la guerre sainte, qui n'a rien à voir avec le contenu de sa propre religion, s'il voulait bien se renseigner. Eh bien, je vais vous dire, notamment pour l'islam, il faudrait aider ceux qui croient à expliquer à ceux qui croient mal pourquoi ils se trompent. Oui, mais ça c'est pas sûr. D'abord, votre raisonnement serait recevable si les jeunes qui s'engagent dans ce genre de combat étaient tous nés dans une famille religieuse, avaient toujours pratiqué et y allaient par croyance profonde et intime. Ça n'est pas le cas. La plupart sont soit des jeunes convertis, soit des gens qui n'ont jamais été religieux, qui n'ont jamais pratiqué, qui du jour au lendemain se mettent à suivre des intégristes et des fanatiques. Donc ça pose un problème à la société tout entière. Ça pose un problème à la République, ça pose un problème à l'école. Avant même de savoir si mais ça, je suis d'accord avec tout ça. Oui, mais Jean-Luc Mélenchon, l'écosocialisme, c'est très bien, c'est pas la seule réponse à cette question. La réponse à ce problème, la réponse, c'est l'école, c'est la formation, c'est la culture, c'est le processus émancipateur de la République. Et pour ça, encore faut-il être capable de donner des armes à nos enfants, des armes intellectuelles. Les armes en question, je vais vous dire lesquelles elles sont. Des instituteurs dans toutes les classes, des professeurs en nombre suffisant pour éduquer, et une volonté politique que marquent les dirigeants de dire que la République n'est pas un régime neutre. C'est un régime qui a un contenu et qui a une ligne et une vocation. Ce n'est pas un régime neutre. Et que la laïcité, ce n'est pas l'anti-religion. C'est la séparation des églises et de l'État. Et que cette séparation est stricte et pour toutes les religions, et pas seulement pour l'islam. C'est plus que la séparation de l'Église et de l'État, mais c'est pas une religion parmi d'autres, la laïcité. Certainement pas. Donc nous ne sommes pas des Belges. Nous sommes bien d'accord. Vous avez parlé tous les deux de la République en danger. On va parler justement de la 6e République, celle que vous appelez de vos vœux. La 6e République, c'est une vieille rengaine en fait, même si elle n'a pas la même signification. Rengaine, c'est pas juste comme mot. Si vous me permettez juste une seconde. Ce mot de République, il faudrait qu'on fasse un autre débat. Il est essentiel parce que il exprime le refus d'un renoncement, il exprime une volonté d'émancipation et il est le grand sujet. Alors,
Jean-Luc Mélenchon apportera un contenu qui sera pas toujours le même que celui que j'apporterai, mais quand même il y a un socle commun. Il y a le programme du Conseil national de la Résistance, il y a l'école de la République, et il y a pas d'indifférence d'ailleurs aux problèmes religieux. Moi, je me souviens d'un discours de Jules Ferry. Je m'en souviens parce que j'ai fait un jour un discours sur le transfert des archives oui, vous êtes pas l'auteur du discours de la Trente, Nicolas Sarkozy, parce que c'était pas une réussite en matière de laïcité. Il y avait une demi-phrase. Non, c'est pas celle-là dont je parle. C'est tout le reste. Bon, le choc des civilisations, la France fille de l'Église, et toutes ses sornettes, du baptême de Clovis, et tout. Le baptême de Clovis et la France fille aînée d'Église, c'est l'histoire, c'est tout. C'est pas. Non. Vous avez participé à l'écriture de ce discours? Non. C'est pour ça. Non, on reconnaît, c'est pas ça. C'est pas ça qui est, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que je reviens à Jules Ferry. Jules Ferry disait le jour où il a inauguré la faculté de théologie protestante de Paris, l'État et l'Église n'étaient pas encore séparés, mais on peut pas faire plus laïque que Jules Ferry disait, par exemple, que l'État ne pouvait pas, l'État républicain, un républicain ne pouvait pas se désintéresser de la formation des religieux, ni des prêtres, ni des pasteurs, etc. Ça concerne la République. D'ailleurs, dans la République, il y a un ministre, le ministre de l'Intérieur est aussi ministre des cultes. Il y a un dialogue de la République nécessaire avec les religions, nécessaire avec les églises. Non, et on a un vrai sujet aujourd'hui que nous ne savons pas résoudre pour l'instant, mais il va bien falloir que nous fassions, en particulier sur la création d'un véritable islam de France, sur la formation des imams. Tout ça, et ce sont des questions qu'on ne peut pas éluder. Voilà, qu'on ne peut pas aider si on veut que la République... Non mais attendez, et puisqu'on va... Non, parce que là, on va pas y arriver. Sinon, Guy Verhofstadt n'entrera jamais pour parler de l'Europe. Non, c'est pas à nous de gérer les séminaires. Je ne suis pas dégéré. Non, mais la République, d'abord, n'est pas... Attendez, monsieur Guénaud. La République a un fondement objectif avant tout. Il n'y a qu'un seul écosystème compatible avec la vie humaine. Par conséquent, tous les êtres humains sont semblables et il y a un intérêt général humain. C'est la raison pour laquelle il faut en débattre, non pas en pensant à soi, mais à ce qui est bon pour tous. Voilà la République. La République est à cet endroit-là. Elle ne se mêle pas de religion ou d'anti-religion. Elle dit qu'est-ce qui est bon pour tous. Ce qui est bon pour tous, c'est que l'Église soit séparée de l'État. On va aller voir voilà des gens. Les fondements républicains. On va aller voir des gens qui réfléchissent à ce qui est bon pour tous. Ils veulent s'en désintéresser. Ils s'intéressent à la démocratie. Si vous voulez pas parler de la 6e République, vous. Nous sommes allés dans un village de la Drôme, Saillant, où les habitants ont pris le pouvoir pour éviter d'abord la construction d'une grande surface. Et puis on peut dire qu'ils se sont pris au jeu. Reportage d'Alice Gobin et Reda Settar. Aux dernières élections, Saillant a élu ses 1199 habitants. La révolution a commencé il y a 3 ans, sur un terrain vague, à la sortie du village. On est à la zone artisanale La Tuilière, où il y aurait dû avoir un supermarché il y a quelques années si les habitants ne s'étaient pas exprimés fortement contre ce projet. Les Saillançons ont découvert le projet presque par hasard. L'ancien maire n'avait pas jugé utile de les consulter. Ça a enclenché vraiment une réflexion collective, parce qu'il y a eu une très très forte mobilisation pendant 3 ans. Beaucoup d'habitants ont pris conscience qu'il fallait pas seulement les voter une fois tous les 6 ans, et que son territoire, il fallait le préserver et s'impliquer un peu. 3 ans plus tard, les citoyens ont pris la mairie, avec une liste sans étiquette politique, des élus tous égaux, et un projet, la démocratie participative. Qui est le chef? Tout le monde. Alors vous allez le voir. C'est moi. Tous ensemble. La décision, finalement, de faire le projet et d'engager des sous, elle reste dans les mains des élus. Mais par contre, le travail en amont d'impulser les idées, de travailler le dossier, et ensuite de mettre en œuvre le projet, ça, on le fait avec les habitants. Au comité de pilotage, 1 à 2 fois par mois, se lancent tous les projets du village. On surveillait pas trop quand même derrière. Ce soir, il est question du futur centre aquatique de la communauté de communes. Le problème dans cette histoire, c'est qu'il n'y a pas de discussion possible, quoi. Ce qui va être amputé, c'est tous les autres petits projets qui pourraient émerger. Et nous, ce qu'on a envie, surtout, c'est que les gens sachent ce que ça va leur coûter par an. Et qu'est-ce qu'on va faire de ce centre aquatique? On est donc à quoi, 2 mois et demi de la prise de décision? Vous avez aujourd'hui aucune information? Mais qu'est-ce que c'est que ces procédures? Donc la question que je pose juste, mais j'attends pas de réponse, c'est on a 2 élus communautaires à Saillant. Qu'est-ce que vous comptez faire?
face à ce déni de démocratie? J'ai un bonheur intérieur incroyable. Parce que c'est quelque chose de formidable qui se monte. Et c'est tellement dur en ce moment quand on se tourne à droite, à gauche, sans parler de la France. Et ben c'est un espoir. Et peut-être ça va s'étaler. C'est ce que j'espère. Je le verrai peut-être pas. Mais j'ai des arrière-petits-enfants, ils le verront. Les projets sont discutés ensuite dans des petites commissions thématiques. Les groupes Action Projet ou GAP, 250 habitants en tout y sont inscrits. Ce mode de fonctionnement, il est moins rapide peut-être? Moi je pense que c'est forcément moins rapide, mais plus réfléchi, plus concerté. Donc la concertation, ça demande du temps. Est-ce que ces locaux sont disponibles ou pas? Est-ce qu'ils vont... Depuis mars, élus et habitants ont modulé l'éclairage public, réformé sans heurts les rythmes scolaires, et surtout inventer un nouveau modèle de gouvernance. Est-ce que vous pensez que ça peut marcher à plus grande échelle? Nous, voilà, on n'a pas une vision nationale, mais je pense que oui, il faut impulser d'un changement de pratique pour faire revenir les habitants au niveau de la vie citoyenne, de la vie politique. Les élus ont prévenu, si les habitants cessent de participer, ils démissionneront. Assaillant, le pouvoir se partage ou se rend. Alors, est-ce que c'est une belle expérience ou le signe de la défaite des politiques à nous représenter? La démocratie représentative, elle a ses limites, mais la démocratie participative aussi. Voilà, c'est évidemment quand les gens s'intéressent à la chose publique, quand ils veulent y participer, c'est très bien. Mais toutes les décisions ne peuvent pas être prises de cette façon. Vous savez, on a essayé la République des Soviets, on s'est rendu compte que le pouvoir venait encore plus du haut que dans le régime précédent. Voilà, oui, c'est intéressant. Oui, c'est intéressant, mais ça ne donne... Non, c'est pas un pis-aller. Encore une fois, je trouve que c'est réconfortant de voir les gens s'engager dans une action citoyenne, devenir des citoyens à part entière. Mais l'idée que la politique va disparaître au sens traditionnel du terme, c'est-à-dire des gens auxquels on donne des mandats et qui sont chargés de prendre des décisions qui sont souvent extrêmement difficiles à prendre. La politique, elle a partie liée avec le tragique, c'est-à-dire avec cette zone grise entre le bien et le mal, où il faut quand même décider, où il faut trancher, où la réponse est écrite nulle part à l'avance. Bon, c'est ça la politique. Si vous ne pouvez pas vous en passer, une société ne peut pas se passer de la politique, une civilisation ne peut pas se passer de la politique. Il y en a toujours, pour le meilleur ou pour le pire. Ça vous séduit cette prise en main comme ça des citoyens? De quoi parlent les gens? De politique. Quand ils disent on va faire tel projet ou on ne veut pas tel autre, on veut bien payer ci, mais ça c'est de la politique. C'est un peu l'idée de votre constituante pour une sixième République. Quelqu'un a dit les autres petits projets, ils doivent avoir un sens, ces autres petits projets. Donc pour moi, c'est un modèle. Un modèle, ça veut rien dire, on va dire une source d'inspiration. Qu'est-ce qu'on doit retenir? On pourrait prendre quelques aspects qui sont frappants. Le premier, c'est les citoyens décident. La représentation, c'est présenter mais on présente les gens. Donc, le moyen pour un représentant de faire honnêtement son travail, c'est de rendre compte, de consulter avant. Il représente, il n'a pas été élu roi des habitants de ce pays, comme le croit François Hollande. Il n'y a pas de monarque présidentiel, ça n'existe pas. Deuxième élément que vous voyez, regardez comme c'est frappant dans cette affaire. Les gens disent, on est moins rapide. Mais ce qu'ils ne savent pas, les gens, c'est qu'on est très rapide pour prendre des décisions, mais qu'ensuite, quand t'es les citoyens, alors là, faut faire vite. Mais quand il s'agit du marché, alors là, les consultations, les commissions d'appel d'offres, 5 ans pour construire un lycée. Quand il s'agit de l'argent et de ceux qui vont le ramasser, là, on a tout le temps qu'il faut. Par contre, quand il s'agit de prendre la décision, il n'y a pas de temps. Donc, il faut ralentir la vie. Il faut que les gens se rendent maîtres du temps. Le temps est un objet, une matière première politique. Et maintenant, vous posez une question, vous dire oui, il faut que la vieille politique disparaisse, et sans doute moi avec. Parce que c'est fini tout ça. Nous sommes à une autre époque où les gens sont en état de contrôler, de voir. Nous avons les réseaux sociaux, nous avons 1000 manières d'accéder au contenu des dossiers. Justement, les réseaux sociaux. On va accueillir Guillaume Darey qui va nous dire comment les réseaux sociaux réagissent à votre débat depuis le début de l'émission, s'il arrive jusqu'à nous. Guillaume Darey, bonsoir. Ça y est, il va me prendre ma place, lui. Voilà, non, il vient juste à côté de vous. Alors, quelles sont les réactions des réseaux sociaux depuis le début de l'émission? Écoutez, ça a beaucoup réagi. C'est une phrase que vous avez prononcée, vous, qui a fait réagir sur ce débat sur la loi Taubira. Vous avez dit la seule filiation qui compte, c'est celle de l'amour. Ça fait beaucoup réagir.
C'était repris notamment par Romain Sasset, qui est revenu, qui a retweeté, qui a repris cette phrase. Et ce débat que vous avez eu entre nature, amour, les contradictions que vous avez pu apporter, Henri Guénaud, ça fait réagir beaucoup de monde. Et ce qui a fait aussi beaucoup réagir, ce sont les propos de Nicolas Sarkozy. Samedi après-midi, l'abrogation de la loi Taubira est inacceptable, déçu sur ce point par Nicolas Sarkozy, que j'ai toujours soutenu, dit un internaute. Comme Jérôme Larouille, Nicolas Sarkozy, je cite, il a dit « Je ne reviendrai pas ». Il est revenu. Pour le mariage pour tous, c'est la même chose. Le lundi pour, le samedi contre, dit-il. Henri Guénaud. Il est versatile, Nicolas Sarkozy? Comment? Il est versatile, Nicolas Sarkozy? Non, je crois pas, non. En tout cas, c'est un sujet qui continue de faire débat. C'est un sujet difficile, on Oui, a le droit d'évoluer, voilà. C'est encore une fois, c'est un problème de conscience, c'est pas un problème partisan. On ne perd jamais son temps à discuter. Et vous aurez encore la possibilité de le faire, parce que justement Emmanuel Beretta du Point souligne 23h15, débat sur le mariage gay et la filiation, 4 mois et plus d'une centaine d'heures à l'Assemblée nationale n'auront donc pas suffi. Pardon, je vous en prie. Poursuivez. C'est interminable comme débat. On peut recommencer à chaque fois. Il y a de nouveaux éléments puisque la loi Taubira est remise en cause. Et puis ce sont des débats de fond qui concernent la nature. Tout à l'heure, Henri Guénaud a démarré avec le début du cours de philosophie de classe de terminale, nature et culture. Et ben tous les ans, nature et culture. On avait déjà dit ça de Camus. Je trouve le compliment plutôt flatteur. C'est pas pour vous blesser. C'est pour dire que notre rôle aussi, c'est de mettre en scène des débats sur un terrain qui élève tous ceux qui réfléchissent et nous écoutent, même si on est en désaccord complet avec tout ce qu'on raconte, avec vous, avec moi, ou avec les deux à la fois. Je vous arrête. Sur la question des djihadistes français, justement, là, il y a un débat qui est beaucoup plus mesuré, parce qu'effectivement, c'est quelque chose de plus difficile, avec une question posée par Henrik Cruz. Il a parfaitement raison, Jean-Luc Mélenchon, dit cet internaute, les musulmans sont stigmatisés et ça donne lieu à des amalgames odieux. C'est en tout cas son avis. Et puis pour conclure, vous êtes plutôt salué finalement sur les réseaux sociaux pour la qualité de votre débat. 2 hommes diamétralement opposés qui se font face et qui arrivent à dialoguer sans invective. Voilà un débat politique digne. C'est ce qui est dit ce soir sur... Vous savez pourquoi? Parce qu'il a des convictions charpentées et moi aussi. Tandis que les autres souvent s'agitent avec des feuilles de lignes de communication. Justement, on va en parler de vos convictions sur l'Europe et on va